Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Cœur de Mission. Bouclez vos ceintures, nous partons au Cambodge. Au sud du pays, à Sihanoukville, Alix pose ses valises pour 1 an de mission, loin d'imaginer à quel point son cœur et sa foi vont être bouleversés. Entre doute et découverte, Alix comprend que la mission, c'est d'être là, tout simplement. Malgré la barrière de la langue, son défi est clair, être présente pour ses élèves. Portée chaque jour par la prière, c'est dans le regard d'un élève qu'elle rencontre véritablement le Christ. Sosdai Tang Oknia, ce qui veut dire bonjour tout le monde en khmer. Je m'appelle Alix, j'ai 24 ans et je suis partie 1 an au Cambodge, à Sihanoukville, dans une école de Don Bosco. Donc j'étais avec des élèves qui avaient entre 7 et 20 ans. Et j'ai enseigné l'anglais et j'étais animatrice un peu dans cette école. Au début, je savais pas trop ce que je cherchais. Je sais que j'avais un vrai désir de partir servir et de partir un peu à l'aventure dans un endroit où je n'avais plus de repères pour voir si le Seigneur était toujours mon repère principal, à l'autre bout du monde. Et en fait, dans ce discernement, je me suis rendu compte que je ressentais vraiment un appel à faire un vrai pas vers le Seigneur qui était de donner ma vie un peu au Seigneur par la mission. Et donc, dans ma tête, donner ma vie, c'était un peu devenir religieuse et c'est pas forcément ce que j'avais prévu dans mes plans et donc ça me faisait très peur. Et quand j'ai compris que moi, partir 1 an, ça me faisait très peur, partir 2 ans, ça me faisait très peur. Quand j'ai compris que c'était là que le Seigneur m'attendait et m'appelait, c'est là que j'ai compris que je pouvais lui donner ma vie juste en faisant ce pas de partir en mission. En fait, moi, je m'étais dit, j'ai envie de partir 6 mois en mission parce que c'est super. Et après, les 6 mois qui restent, je voyagerai et ça va être trop bien et je ferai du backpacking et tout ça. Et je me suis rendu compte que ça voulait un peu dire faire ce que j'avais envie de faire en fait. Que je partais pas vraiment pour la mission. Je me suis rendu compte que je partais plus pour l'exotisme de la mission que pour autre chose. Et qu'en fait, j'avais besoin de poser un choix, en réfléchissant avec Fidesco, pour partir au moins 1 an. Et moi, j'étais même pas capable de me sentir capable de partir plus de 6 mois. Donc je me suis dit, déjà, si t'as vraiment envie de partir en mission, tu peux partir 1 an. Et c'est pour des bonnes raisons, c'est pour partir se donner vraiment et pas juste en partie. Et donc, en discernement, je me suis rendu compte vraiment que ce pas qui, moi, me paraissait énorme de partir 6 mois, c'était vraiment là que le Seigneur m'attendait. Et effectivement, quand j'ai dit au Seigneur dans ma prière, Seigneur, je te remets vraiment cette peur-là et ce désir de partir en mission, prends-le, fais ce que tu veux avec. Et si t'as envie que je parte 1 an, je partirai 1 an, si c'est vraiment ça que tu veux, et je te fais confiance, un peu faire ce geste d'abandon total. Et en fait, en faisant ça, j'ai vraiment senti un soulagement par rapport à ce stress de partir 1 an. J'ai senti que d'un coup, je me sentais capable en fait de partir 1 an. Je me suis dit 1 an, en fait, ça a l'air super. 2 ans, j'ai envie d'y réfléchir aussi, mais finalement, ça me correspond bien. Et ça s'est lié après avec le désir de vraiment s'abandonner complètement en se disant en fait si je pars 1 an, je vais pas commencer à choisir où est-ce que je pars parce que j'ai pas envie que ça soit dans une envie d'exotisme et de partir juste en vacances. Donc ça s'est poursuivi avec Fidesco sur l'abandon total aussi dans le choix du lieu de mission, dans le choix de avec qui je pars. Et je me suis dit bon bah voilà, je fais ce pas de faire confiance au Seigneur, donc je le fais entièrement, c'est-à-dire sur la durée, sur le lieu de mission et sur la mission en elle-même. Et en fait, je me suis dit, si je pars en mission, j'ai envie de le faire vraiment, d'être vraiment disponible et d'être à 100% présente pour la mission, d'être vraiment dedans et pas un pied dans la mission et un pied en vacances ou un pied en année sabbatique. Donc voilà, je voulais faire la chose à fond et être vraiment présente pour la mission. Alors, quand je suis arrivée à l'aéroport, c'est un prêtre de l'école qui est venu nous chercher avec des élèves qui étaient tout contents de nous voir. Donc nous, on était assez surpris. Et on a traversé la capitale, donc Phnom Penh, dans la benne d'une grosse voiture avec les élèves. Et donc, c'était assez dingue parce qu'on a vraiment découvert ce pays à travers, en traversant cette ville, le vent dans le visage avec les élèves qui essayaient déjà de communiquer avec nous. Évidemment, on ne comprenait rien. Il faisait très chaud, un peu humide, mais je pense qu'à ce moment-là, j'ai vraiment un peu tout oublié. Il y avait tellement d'informations d'un coup, c'était assez étonnant. Et en arrivant à l'école, on a logé pendant 2 mois dans une école à Phnom Penh avant de partir dans notre lieu de mission qui était dans le sud du Cambodge. Et on était logés dans des chambres de l'internat des élèves avec ma binôme. Donc des chambres qui étaient très simples. On avait des lits, c'était presque du polystyrène, le matelas, avec des douches froides, avec très peu de débit. Donc toujours au début, on se dit bon, on s'attendait quand même à quelque chose d'assez sommaire, donc on n'était pas trop surprise. Mais c'est toujours un peu quand même étonnant au départ. Il y avait des moustiques de partout, donc on s'est dit oh là là, il va falloir qu'on soit prête pour cette année avec un climat très différent. Et puis ce qui nous a quand même marqué
au début, en arrivant à cette école, c'est que cette première semaine, à chaque fois qu'on marchait dans le campus, on croisait des élèves tout le temps, des élèves qui nous faisaient des grands sourires, mais à longueur de journée. On passait nos journées à passer devant des élèves qui nous disaient « Bonjour teacher !» avec un grand sourire. Et ça, c'était mais vraiment des centaines de fois dans la journée. Et vraiment, à la fin de chaque journée, on était hyper étonnés de se dire c'est pas juste qu'ils font ça par politesse, ça leur fait vraiment plaisir et nous, ça nous rend extrêmement joyeuses au quotidien. Dans les choses qui m'ont le plus marqué culturellement en arrivant, donc il y a eu effectivement le sourire, le fait que les gens sourient énormément, donc une espèce de bienveillance et d'accueil très chaleureux, mais surtout un grand respect. Donc les Cambodgiens ont pour habitude de joindre les mains devant eux pour dire bonjour, et plus ils lèvent les mains jointes, plus le respect est grand. Et devant nous, qui étions pour nous des professeurs, mais pas des personnes très connues au Cambodge, les élèves avaient énormément de respect pour nous et pour leurs aînés, pour les prêtres, pour les professeurs. Donc ça nous a beaucoup marqué. Et donc on a appris au fur et à mesure de l'année ce respect envers les Cambodgiens aussi. Et une autre chose qui m'a un peu marquée, qui est un peu plus drôle, c'est que les Cambodgiens sont, contrairement à ce qu'on pourrait croire en Asie, extrêmement tactiles, notamment les garçons entre eux. Donc ça nous a beaucoup amusé de voir les élèves garçons se tenir les mains, se tenir les hanches, les épaules, être vraiment toujours collés les uns à côté des autres de manière très surprenante. Et ça, au début, ça nous faisait beaucoup rire et on s'est vraiment rendu compte que c'était normal là-bas, surtout les garçons entre eux, alors que les filles le sont pas tant que ça. Mais ça nous a vraiment beaucoup amusé, notamment avec les autres volontaires qui sont séminaristes et garçons qui ont observé ça avec beaucoup d'amusement. Mon quotidien au Cambodge, c'était quand même de vivre de 6h10 du matin à 22h avec mes élèves dans mon campus. Donc, je crois que j'avais jamais vécu de manière aussi intense une activité. Enfin, que ce soit le travail, les engagements, on fait jamais ça de 6h du matin à 22h. Et là, c'était hyper intense. Enfin, en fait, il y avait un mélange entre la vie avec l'école, la vie avec ma binôme et la vie avec la communauté dans laquelle on vivait. L'école était gérée par des Salésiens, donc des frères et des prêtres de l'ordre de Don Bosco. Et donc, on commençait le matin par la vie avec la communauté, donc par les laudes, un temps de méditation et une messe avec les prêtres et les frères. Et puis, pendant la journée, on avait ça à plusieurs moments. On avait évidemment les bénédictés avec les prêtres, et puis le soir, les vêpres et le chapelet quotidien avec la communauté. Et donc ça, c'était vraiment une grosse surprise pour moi d'avoir une vie de prière aussi intense pendant 1 an. J'avais très peur au départ, et en plus qui était vie de prière en anglais entièrement, donc on comprend pas tout, mais c'est devenu un vrai repère pour moi dans mes journées, de savoir que voilà, chaque matin, chaque soir, je retrouvais ma communauté, donc on était 5-6, on priait ensemble et ça me permettait de relire un peu ma journée, faire un chapelet tous les jours en marchant dans l'école, ça me permettait de prier pour plein de personnes, pour plein de choses qui s'étaient passées. Donc ça a été vraiment une belle découverte. Et puis ça m'a appris beaucoup à être présente pour le coup dans le quotidien de ma mission, parce que tout passe extrêmement vite. Il se passe plein de choses, on a plein de belles discussions, et en fait avoir des moments où on était juste arrêtés dans la chapelle à prier avec les prêtres, c'était vraiment un moment où j'étais particulièrement présente dans ma mission et ça me permettait de réaliser ce qui était en train de se passer cette année. Et puis au-delà de ça, le reste du temps, on était dans le campus, soit en train de préparer nos cours, puisqu'on donnait des cours d'anglais avec ma binôme, dans plusieurs classes, des classes avec des enfants et des classes avec des jeunes étudiants. Et on préparait un peu ces cours-là, on donnait plusieurs heures de cours par jour, mais pas trop, puisque le reste du temps, c'était important qu'on soit vraiment disponible pour passer du temps avec les élèves dans le quotidien, c'est-à-dire pendant la pause déjeuner, on allait avec eux sur les pauses pour discuter, pour faire un volley, pour faire une pétanque, parce que les élèves avaient des pauses où ils jouaient un peu à plein de choses. Et donc on essayait d'être le plus disponible pour eux possible, parce qu'en fait, c'est quand même difficile de créer du lien quand on est juste professeur et qu'on est en classe. Et donc pour apprendre à connaître nos élèves, connaître leurs prénoms, essayer qu'ils se sentent vraiment aimés par nous, on avait envie de passer le plus de temps possible avec eux. Et donc le soir, on allait faire du sport, parce que le sport est très important dans les écoles de Don Bosco. Et donc on faisait du sport soit avec nos classes, soit avec les élèves de l'internat avec qui on vivait. C'était soit un basket, soit un foot, soit un volley. Mais ça nous permettait vraiment de prendre le temps avec nos élèves et de leur montrer qu'on faisait attention à eux, qu'on avait envie qu'ils nous apprennent des choses, qu'on avait envie de passer du temps avec eux. Parce qu'en fait, quand on parle pas la même langue qu'une personne, et parfois le sport ou le jeu, juste être avec nos élèves, ça nous permettait de créer du lien avec eux sans forcément avoir à comprendre ou à pouvoir parler comme eux. On a appris évidemment le khmer, mais les 6 premiers mois n'ont pas été évidents. Et donc il y a vraiment un moment dans la mission où on s'est dit
En fait, si on veut pouvoir créer du lien, et c'est pas grave si on comprend pas tout ce qu'ils nous disent, on va leur montrer qu'on les aime d'une autre manière en faisant des choses avec eux et en étant présent pour eux le plus possible. Donc voilà, mon quotidien, c'était mes élèves, la communauté et ma binôme avec qui on faisait beaucoup de choses ensemble et avec qui on partageait un peu notre quotidien. Le soir, souvent, avant d'aller se coucher, on se retrouvait, on se disait « Ah oui, toi, t'as eu cette discussion-là et toi, t'as eu ce moment-là de sport, c'était chouette. » Et c'était ça un peu tout le temps la même chose. Ce qui était étonnant, c'est que c'était tout le temps, tous les jours, c'était la même chose. Et donc au début, je me suis dit, mais on va s'ennuyer, ça va être horrible. Moi qui étais dans une vie parisienne à 1000 à l'heure où on fait 40 trucs différents tous les soirs, et là, je me suis jamais sentie aussi apaisée que pendant mon quotidien en mission, parce qu'en fait c'était toujours la même chose, mais on avait l'occasion de pouvoir prendre le temps avec des élèves différents chaque soir, pouvoir, évidemment le soir on les aidait aussi pour leurs études, donc on prenait parfois toute l'heure d'études pour être avec un seul élève, et puis parfois on travaillait pas, mais on pouvait essayer d'écouter, de savoir ce qui se passait dans sa vie aussi. Le fait de pouvoir être 100% présente, ça a fait qu'on s'est jamais ennuyé, et au contraire on a vraiment pu être dans le moment présent pendant toute la mission. J'avais un élève qui s'appelait Seiha et qui était tous les soirs, au moment des études, il faisait partie de l'internat, il avait à peu près 17 ans. Tous les soirs, il était tout seul au moment des études et toujours la tête entre ses bras, pas très souriant, il avait pas trop de copains, assez seul. Et donc pendant 1 mois ou 2, tous les soirs, j'allais le voir et j'essayais de lui dire « Est-ce que ça va ? Est-ce que t'as besoin de quelque chose ? Est-ce que tu veux que je t'aide pour ton travail ?» Et puis, il était pas très réceptif. Il était « Non, c'est rien, machin, etc. » Et donc, pendant plusieurs semaines, à chaque fois, tous les soirs, j'allais le voir en me disant « Bon, peut-être ça l'énerve que je vienne le voir, mais c'est pas grave, au moins je lui montre que je l'ai vu. » Et puis au bout de quelques semaines, quelques mois, je vais voir de nouveau cet élève le soir et je vois qu'il est vraiment pas bien et qu'il a les larmes aux yeux et tout ça. Donc j'insiste un peu et j'essaie de lui dire mais qu'est-ce qui va pas ? Est-ce que tu as envie d'en parler, etc. Et tout ça se passe à moitié en anglais, à moitié en khmer, à moitié sur Google Traduction. Donc pour vous dire, c'était quand même cocasse. Donc je discute un peu avec lui et puis au bout d'un moment, il finit par me raconter un peu et me dire en fait ça va pas avec ma famille. Pour dire vrai, il me disait même que ça allait pas puisque ses parents n'acceptaient pas sa relation avec sa copine. Donc dans son village et il n'était pas d'accord avec ça et donc lui ça le rendait extrêmement triste et c'était très dur pour lui et donc il me disait mais qu'est-ce que je peux faire pour régler cette situation, aide-moi, ça me rend hyper triste et vraiment il pleurait et il me disait tous les soirs je pleure, c'est super dur. Et donc moi vraiment j'étais complètement impuissante parce que je n'avais aucune idée de comment ça se passe dans cette culture, qu'est-ce que je peux faire et j'avais aucune idée de ce que je pouvais faire pour lui et donc j'étais un peu démunie, je lui dis je sais pas mais il faut être patient, est-ce que t'en as parlé avec elle, avec ta famille, bon bref, ça n'aide pas beaucoup quoi et je finis par lui dire que je peux rien faire pour lui mais je lui dis ne t'inquiète pas, ça va s'arranger de toute façon et puis moi je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi pour que ça aille mieux, pour que ta famille comprenne et que cette situation se règle. Et donc bon, il est toujours triste mais il me dit bon merci, voilà. Et puis il rentre tout triste après les études. Et donc se passe ensuite un week-end, à peu près 3 jours, pendant lesquels vraiment pendant ces fameuses heures de prière en communauté, je confie cet élève et je demande au Seigneur vraiment de venir l'aider dans sa situation parce que vraiment j'avais vu la détresse dans cet élève. Et puis le lundi ou le mardi, en allant à l'étude du soir, je vois cet élève me faire des grands signes au fond de la salle et me dire de venir le voir. Donc déjà ça m'a étonnée parce que cet élève n'avait jamais appelé à venir le voir, c'était toujours moi qui venais un peu le déranger et donc très surprise je vais le voir et je lui dis ça va, t'as passé un bon week-end et tout ça et il me dit oui j'ai passé un super week-end, ma situation est réglée, tout va mieux, mon problème est réglé. Donc là vraiment je suis un peu ahurie parce que je pensais que ça pouvait peut-être aller mieux mais de là à être entièrement réglé ça m'a quand même beaucoup étonnée. Donc je lui dis ah bon mais voilà, je lui demande un peu des détails, il me dit voilà c'est bon en fait nos parents acceptent etc. Tout est réglé, merci beaucoup. Donc moi je lui dis moi j'ai pas fait grand chose pour toi mais je suis très heureuse que ça aille mieux et puis en plus je le voyais vraiment très rayonnant. En moi je me dis quand même ça fait 3 jours que je prie, je sais que le Seigneur n'y est pas pour rien et qu'il a fait son œuvre aussi pour cet élève et vraiment cet élève me regarde, il a un masque sur la bouche mais il me regarde avec un regard pétillant qui me marquera toute ma vie et il me dit vraiment merci beaucoup pour ton aide, merci de m'avoir écoutée et merci parce que ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que je vais pas bien et
je sais que tous les soirs tu viens me voir alors que je suis pas toujours très réceptif, je suis toujours triste et toi t'es venu me voir et tu m'as pas laissé tout seul. Et donc moi je sais pas quoi lui dire, mais ça me touche énormément. Et puis il finit en me disant merci pour ce que tu fais et puis surtout quand tu rentres en France, s'il te plaît ne m'oublie pas. Et il me redit vraiment m'oublie pas quand tu rentres en France. Et donc moi je suis hyper touchée et je lui dis bah bien sûr évidemment que je t'oublierai pas, voilà. Et cette discussion se termine, il repart. Moi je rentre dans ma chambre et un peu bouleversée par ça et je me mets un peu à écrire ce qu'il m'a dit pour m'en souvenir. Et puis en écrivant ça, j'ai une phrase qui me vient à l'esprit et qui ne me quitte pas, qui est chaque fois que vous l'avez fait à l'un de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Phrase de la Bible que prononce Jésus, où je me suis vraiment dit mais en fait je crois que ce soir j'ai vraiment rencontré le Christ à travers cet élève. J'ai vraiment eu l'impression que le Christ était venu me dire en fait merci d'avoir pris soin de cet élève, merci d'avoir pris soin de moi, d'être venu en mission me rencontrer. Et c'est là qu'en fait j'ai pris conscience que je venais vraiment rencontrer le Christ en mission. Et je me suis rappelée de cette phrase de cet élève qui m'avait dit m'oublie pas en rentrant en France. Et je me suis dit que c'était vraiment le Seigneur qui me disait que ce que je vivais au Cambodge, il fallait pas que je le laisse au Cambodge, il fallait pas que je l'oublie, mais que ça soit bien vivant quand je rentre en France, que ça m'habite dans le reste de ma vie, que ça soit un tremplin pour le reste de ma vie et pas du tout une parenthèse qui reste au Cambodge. Donc je me suis dit que j'allais pas oublier ni cet élève ni le Seigneur en rentrant en France. Et voilà, j'ai pu voir la force de la prière et la force de l'amour dans le quotidien et dans le fait d'être vraiment présent pour cet élève, d'être présent pour ceux avec qui on était. Et puis cet élève, en plus, après cet épisode-là, il a été rayonnant pendant tout le reste de l'année. Il s'est fait plein de copains, il était hyper souriant. C'est celui qui a été le plus proche de nous quasiment pendant toute l'année. C'était vraiment un petit frère. Je me souviendrai vraiment toute ma vie de cet épisode. J'ai été envoyée en binôme avec Liana qui était néerlandaise. Donc ça, c'était vraiment juste quelque chose auquel je m'attendais pas du tout. C'était la surprise de ma mission qui m'a fait un peu peur en me disant que j'allais être d'autant plus dans une autre culture. Mais j'ai eu la grâce que ça se passe extrêmement bien. On s'est très bien entendu, on s'est beaucoup porté, écouté, on a beaucoup grandi par cette relation. On avait 4 ans de différence, donc ça me faisait aussi un peu peur. Et en fait, ça nous a beaucoup enrichis. On a appris à vraiment écouter l'autre et à être très présente pour l'autre dans ce que chacune vivait et à apprendre à aimer l'autre dans ses défauts, parce que c'est un peu comme un couple, on vit l'une avec l'autre au quotidien, on était colocs, collègues, copines, on était un peu tout. On a appris à aimer les défauts de l'autre et à accepter l'autre comme telle qu'elle est. Voilà. Et puis le fait d'être avec une fille qui parle pas ma langue, finalement, ça s'est très bien passé. On a pu communiquer en anglais très facilement et on garde encore aujourd'hui des bons liens qui, je pense, resteront très forts toute notre vie. Il y a un fruit que je commence vraiment à observer de ma mission. J'ai appris en fait à être présente vraiment dans ce que je vivais au quotidien, parce qu'effectivement je partais d'une vie parisienne très remplie après avoir vécu finalement 1 an au Cambodge avec un quotidien très ordinaire. En rentrant en France, je me suis dit que j'avais pas du tout envie de retourner exactement à la même vie qu'avant, mais de prendre le temps dans mon quotidien avec les personnes avec qui je suis, d'être vraiment disponible, d'être vraiment présente dans ce que je fais. Et donc ça passait par quelques petits sacrifices, mais en fait c'est des sacrifices par rapport à l'année que j'ai passée au Cambodge, où j'ai passé mon année à un peu rater des choses finalement en France. J'avais ce qu'on appelle la FOMO, la peur de rater des choses. Et en fait, j'ai appris à passer un peu au-dessus de cette FOMO. Et ça a été un beau fruit de la mission. Et donc, en rentrant à Paris, de me dire, bah voilà, en fait, j'accepte pas 40 000 trucs tout le temps. Je laisse de l'espace, je laisse du temps pour être disponible à l'imprévu aussi. Si j'ai quelqu'un qui vient me voir et qui a besoin ou de discuter, bah, de pouvoir être vraiment disponible, d'être présente quand je suis avec les personnes, comme on l'a été avec nos élèves. On n'était pas sur notre portable en même temps, on essayait de pas être sur nos cours et nos trucs comme ça pour être vraiment là pour nos élèves. Donc, être vraiment présente et disponible. C'est un beau fruit de la mission. Si vous vous posez la question de partir en mission, moi je pense qu'il y a juste 2 choses que je vous dirais. C'est, première chose, priez, remettez ça au Seigneur, apprenez à vous abandonner complètement à lui et à lui faire confiance. Et ça passe par la prière et ça passe par avoir un coup aussi d'audace et de se dire bon bah voilà, en fait je dépasse cette peur. Il y a forcément une petite peur qui va être différente pour chacun. Moi ça a été les 6 mois de mission en plus. Pour d'autres ça va être le fait de partir loin, de partir dans un endroit qu'on connaît pas, ou la culture, etc. Donc vraiment dépasser cette peur, et le Seigneur nous le rend d'une manière vraiment en multipliant les grâces pendant la mission et après la mission. Donc vraiment osez et confiez ça au Seigneur, abandonnez-vous vraiment à lui.
Merci Alix de nous avoir fait plonger au cœur de ta mission. On retiendra que la mission, c'est oser l'inconnu, apprendre à être là pour l'autre et découvrir que le Christ se révèle souvent là où on l'attend le moins. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à nous laisser un commentaire, à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et si vous aussi vous sentez l'âme d'un volontaire, venez faire un tour sur notre site fidesco.fr/partir. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Cœur de Mission. À bientôt!